slovenly adults who engage with Dante's Inferno are a victim of our society's pointless need to glorify Satan. I like to say that Electronic Arts is some sort of antichrist for trying to make this game Dante's Inferno. How do you know the message of Dante's Inferno? We've seen the trailer. We've seen them put a crucifix brutally through somebody's head, and that's not alright. How do you know that Dante's Inferno won't scare people from, doing anything really that bad? I know it'll scare them, but they also will feel like they have some sort of power some sort of weapons to go in there and do their thing, and they don't. Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Il y a quelques semaines, dans l'un de mes podcasts, j'ai mentionné la campagne marketing rocambolesque du jeu Dante's Inferno. Je vous avais dit qu'il y avait énormément de choses à raconter, énormément d'anecdotes, c'est une histoire qui est très passionnante et je vous propose donc aujourd'hui qu'on repasse sur l'entièreté de cette campagne marketing depuis l'annonce du jeu jusqu'à sa sortie. On va donc retourner en 2009, pile un an avant la sortie du jeu, pour découvrir ce qui est selon moi la campagne marketing la plus impressionnante, la plus gore, la plus stupide, mais aussi la plus efficace de tous les temps. On va repasser dans l'ordre chronologique sur tous les événements qui ont constitué cette campagne marketing. C'est une vidéo qui m'a demandé énormément de travail, c'est très différent de ce que je fais d'habitude, mais je suis sûr que ça va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce en l'air et puis moi ça me permettra de savoir si je dois commencer à travailler sur un autre épisode du même genre. Notre histoire commence en février 2009. Dante's Inferno est annoncé à travers un trailer mystérieux et très impressionnant pour l'époque. On n'a pas de date de sortie, mais la hype est bien présente, il y a beaucoup de joueurs qui attendent le jeu et qui ont hâte de l'avoir entre les mains. Pendant les 4 mois qui vont suivre, on va pas beaucoup entendre parler du jeu, ce qui est plutôt normal, on va laisser le trailer faire son effet. Puis en juin 2009 se déroule l'E3, l'un des plus grands salons internationaux du jeu vidéo, durant lequel EA, Electronic Arts, le studio derrière Dante's Inferno, possède un stand et va donc faire la promotion de son jeu. Mais un événement bien particulier va se dérouler pendant l'E3. C'est une manifestation qui commence à se former devant le bâtiment où se déroule l'événement. La raison pour laquelle ces manifestants sont présents, c'est justement le jeu de Electronic Arts, Dante's Inferno. Certains manifestants portent des pancartes, d'autres manifestants vont scander des slogans en disant que EA est l'antichrist, tout en distribuant des prospectus indiquant que seul Dieu peut juger et les personnes jouant à Dante's Inferno ne seront pas jugées avec clémence. Ces manifestants semblent donc être un groupe religieux, et l'un d'entre eux, considéré comme leur leader, indiquera aux médias que la raison de la présence de ce groupe à l'E3 est qu'ils ont été particulièrement bouleversés d'apprendre qu'un jeu dont le synopsis est un personnage se battant contre des démons avec une croix, symbole religieux. Il ajoute que c'est inadmissible qu'un jeu de ce type soit proposé sur le marché et il ne devrait donc jamais sortir. Ça ressemble à un sacré bad buzz. Mais en réalité, tout s'est passé exactement comme Electronic Arts l'avait prévu. On apprendra plus tard que cette manifestation était complètement bidonnée et que les manifestants ont en fait été engagés par Electronic Arts. Tout ça n'était qu'une campagne de communication pour simuler un bad buzz, et forcément pour un jeu qui se déroule en enfer, quoi de mieux que de simuler une manifestation religieuse. Et c'est avec cet événement que réellement la campagne de communication va commencer. Les 8 mois qui vont suivre jusqu'à la sortie du jeu vont être très mouvementés et on va repasser sur tous les événements. Un mois après ces événements se déroule la Comic Con de San Diego, un festival très populaire concernant la bande dessinée. Nous sommes en juillet 2009, Dante's Inferno à l'origine est un comics, et c'est donc sans surprise qu'EA va profiter de l'événement pour mettre en avant son jeu. Le problème, c'est que cette fois-ci, ils vont très mal s'y prendre. Et pour ceux qui n'ont jamais pu participer à une convention de ce genre dans les années 2000, eh bien il faut savoir que ça a beaucoup évolué depuis. Les conventions qu'on a aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'on avait il y a 15 ou 20 ans. Dans les années 2000, le jeu vidéo est en plein essor, mais il reste un loisir très tourné, très orienté vers les hommes, qui vont représenter une grande majorité des joueurs, et à cette même époque, les joueurs de jeux vidéo étaient considérés comme ce qu'on appellerait aujourd'hui des gros geeks. Bon, il faut dire qu'il y avait quand même une petite part de vérité. Là où je veux en venir, c'est qu'il n'était pas rare à l'époque, dans beaucoup de conventions, de trouver ce qu'on appelait des hôtesses. Ce sont des femmes très féminines, qui portent assez peu de tissu, et qui étaient simplement des employés des différents éditeurs présents sur place. Xbox y faisait appel, Sony aussi, bref, beaucoup de marques, beaucoup d'éditeurs. Le but évidemment de leur présence, c'était d'attirer le public, d'attirer en particulier les hommes vers les stands,
prendre des photos avec eux pour leur faire plaisir, pour qu'ils aient de beaux souvenirs, et surtout qu'ils finissent par acheter les produits de la marque en question. Fort heureusement, la société a évolué et ces stratégies honteuses ont commencé à disparaître avec les années. Mais, comme je vous le disais, dans notre histoire, nous sommes en 2009, il y avait donc beaucoup d'hôtesses qui étaient présentes à la Comic-Con de San Diego, et je vous l'ai dit, EA a bien merdé. Ils ont décidé de lancer un concours durant le déroulement de la Comic-Con en invitant les visiteurs à commettre, je cite, des actes de luxure avec les hôtesses. Donc en gros de convoiter ces femmes, de prendre des photos avec elles, bref en gros ils ont demandé à leur public d'être des gros chiens. Voilà, on va dire les termes. Ces actes de luxure comme ils les appellent devaient être pris en photo et ensuite ces photos il fallait les envoyer à EA pour participer au concours. Alors oui, je vous avais prévenu, c'est une stratégie cauchemardesque, le bad buzz est en marche. Rapidement EA va essayer de noyer le poisson, ils vont faire des excuses publiques, ils vont annuler le concours. Mais forcément, le mal est fait. Ce qui ne va pas les empêcher de continuer leur stratégie marketing. On arrive tout doucement début septembre, et il y a de nombreux journalistes issus du milieu du jeu vidéo qui reçoivent un chèque de 200 $ pour faire la promotion d'un jeu. Ce jeu, vous l'avez deviné, Dante's Inferno. Alors ça pour le coup ça paraît moins choquant aujourd'hui qu'à l'époque. Aujourd'hui recevoir 200 balles pour mettre en avant un jeu ça s'appelle un placement de produit, à l'époque on appelait ça une tentative de corruption. Tous ces chèques étaient accompagnés d'une note indiquant, je cite, « Dans Dante's Inferno, la cupidité est une bête à deux têtes. En encaissant ce chèque, vous succombez à l'avarice en accumulant de l'argent sale, mais en ne l'encaissant pas, vous le gaspillez et vous vous abandonnez ainsi à la prodigalité. Faites votre choix et souffrez des conséquences de votre péché. » Et effectivement, une fois de plus, ils n'y sont pas allés de main morte. Alors pour l'anecdote, il y a certains journalistes qui ont encaissé le chèque, pourquoi s'en priver ? On va en reparler dans un instant. Un autre journaliste en a fait don à une association de défense du droit des femmes. C'est une action et surtout un symbole qui est très beau quand on sait ce qui s'est passé quelques semaines avant à la Comic-Con. Un autre journaliste va brûler son chèque, bref, ils vont tous être encaissés ou finir par disparaître. À peu près au même moment, EA va lancer les précommandes du jeu. Et certains revendeurs, dont GameStop, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, vont proposer une promotion très précise durant un jour très précis. Effectivement, le 9 septembre 2009, à l'envers, ça fait 666. Le nombre du diable, et à cette occasion, une réduction de 6,66 $ est offerte sur la précommande du jeu. Alors c'est une anecdote un petit peu légère, elle n'est pas très impressionnante, mais croyez-moi, on va avoir besoin d'un petit peu de légèreté pour se préparer à la suite. Comme je vous l'ai dit, cette campagne marketing, elle a été impressionnante, elle a été stupide, elle a été efficace, mais elle a aussi été particulièrement gore. Et là, on rentre vraiment là-dedans. Nous sommes toujours le 9 septembre 2009. Et offrir un coupon de 6,66 $, forcément, pour EA, c'est pas suffisant. Ils vont donc, ce même jour, en profiter pour envoyer à certains des journalistes, toujours issus du milieu du jeu vidéo, des meat cakes. Donc littéralement des gâteaux à la viande. En France, c'est pas très commun, mais c'est peut-être parce qu'on se respecte et qu'on n'a pas des palais de Doberman comme aux États-Unis. Bref, à première vue, on se dit qu'ils ont envoyé des gâteaux et c'est plutôt sympa. Mais ça n'aurait pas vraiment de sens d'envoyer juste un gâteau. Donc celui qu'ils ont envoyé, eh bien, il avait une forme un peu particulière, quelque chose qui était un petit peu lié au jeu, comme une fausse main coupée par exemple. Alors, j'ai trouvé une photo, mais c'est un petit peu trop bien fait pour être montré sur YouTube, donc je vous ajoute le lien en description vers l'image si vous êtes un dégénéré qui a envie de voir à quoi ça ressemble. Bref, là on commence à se dire, bon les journalistes ils commencent un petit peu à être dans le viseur de EA. D'abord ils reçoivent un chèque avec des menaces, ensuite ils reçoivent un gâteau en forme de membre. Qu'est-ce que ça va être la suite? Eh bien la suite, c'est ça. It sounds like a music box. Or you could just cut the exposed wire. Oui, vous avez bien compris, hein. Quelques jours après l'incident du gâteau, EA a envoyé à des journalistes des boîtes en bois, et quand on ouvre ces boîtes, on a la musique Never Give You Up qui va se lancer. En boucle. Encore. Et encore. Et en fait, la musique ne s'arrête jamais. Et c'est pas du tout un problème technique, hein. C'était vraiment voulu. EA voulait vraiment pousser les journalistes à bout et les forcer à employer la manière forte.
Wow. The sin of wrath is yours. You have succumbed to anger and opened an infernal spring that seethes with dark waters. You think we got the plug in there? It can't be worse than what just came here. True. Ah là là, si seulement ils savaient. Dites, vous vous souvenez du chèque de 200 $ dont je vous ai parlé tout à l'heure? Eh bien, je vous ai dit qu'il y avait eu un petit peu une suite à cette histoire. Étant donné que les chèques, ils étaient destinés à des personnes précises, c'était vraiment les noms des journalistes qui étaient indiqués dessus, eh bien, ça veut dire que Electronic Arts, lorsque ces chèques ils vont être encaissés, eh bien, ils savent qui a encaissé les chèques. Et justement, les journalistes qui ont encaissé ces chèques, eh bien, ils ont eu le droit à une petite surprise supplémentaire par rapport à leurs collègues, probablement la plus gore, et c'est cette anecdote que j'avais racontée dans mon podcast. EA a littéralement envoyé une caisse en bois à chacun des journalistes qui a encaissé le chèque, et à l'intérieur de cette caisse se trouvait une fausse main coupée avec un petit mot, leur indiquant qu'ils ont succombé à la cupidité et que les innocents vont donc en payer les conséquences. Ah oui, les journalistes, ils en ont pris plein la gueule pendant 1 an, ils avaient hâte que le jeu sorte pour que ça s'arrête. Pendant que les journalistes se sont fait enchaîner pendant 6 mois par Electronic Arts, eh bien le public a eu droit lui aussi à 2-3 coups de com' un petit peu bizarres. Ils ont d'abord fait la promotion d'une fausse société qui s'appelait Hawk Panther et qui vous promettait des formations pour apprendre à voler la petite amie de votre meilleur pote, et en échange, vous iriez en enfer. Un truc dans le genre. Il reste vraiment plus grand chose de cette fausse société, du faux site qu'ils avaient mis en place, donc j'ai pas grand chose à en dire malheureusement. Mais ils ont pas seulement fait la promotion d'une fausse société, parce qu'ils ont aussi fait la promotion d'un faux jeu vidéo, qu'ils avaient appelé Mass We Pray. Et là pour le coup, on peut accéder facilement au site avec la Wayback Machine, et il y a vraiment quasiment tout qui est comme à l'époque. Mass We Pray, c'est un faux jeu religieux dans lequel le but est uniquement de prier. Les screenshots me font vraiment marrer parce que ça ressemble carrément au métaverse de Facebook. Ah oui, et je vous ai pas dit, EA, ils ont même fait un trailer pour leur faux jeu, et franchement ça vaut le coup d'œil. A family shouldn't have to wait until Sunday to worship the Lord. Amen. The wireless cross controller detects movement in 3 dimensions. Every twist of the hand and nuance of a blessing is recreated on screen. Use it to participate in more than 24 unique and exhilarating ceremonies. Then, trade in your grace points to unlock the holy mysteries. Add the kneeler accessory and get off the couch and into the action. Sans savoir que c'est un faux jeu et qu'il n'a jamais été développé, il n'a jamais été prévu pour être développé, eh bien on pourrait carrément y croire. Sur la droite du site, on avait donc ensuite la possibilité de précommander le jeu. Ce qui, bien évidemment, comme vous l'avez deviné, n'est absolument pas vrai. En réalité, lorsqu'on clique sur ce bouton, on a droit à ce morceau de parchemin assez glauque qui nous indique, en gros, je vous résume, que les hérétiques seront brûlés dans le 6e cercle de l'enfer. Et puis on arrive tout doucement à la fin de cette campagne marketing, le jeu sortira quelques mois plus tard, en février 2010, et sera considéré comme un succès pour l'éditeur. Alors j'ai mentionné plusieurs fois dans cette vidéo les cercles de l'enfer, et en fait c'est autour de ça que toute la campagne marketing a tourné. Il y en a 9 au total, et chacun d'entre eux représente un péché. On retrouve par exemple la luxure, qui fait référence à l'incident de la Comic-Con. On retrouve la gourmandise, avec le gâteau. Il y a également la colère, qui est représentée par les journalistes en train d'exploser à coups de marteau les boîtes à Rickroll. Bref, je vous avais prévenu, c'est une campagne marketing très particulière, mais qui a été très efficace. Elle a beaucoup fait parler du jeu, en bien, en mal. Sans surprise, les journalistes, eux, ils étaient bien contents que le jeu sorte, parce que ça signifiait aussi qu'ils allaient arrêter de recevoir des mains coupées par la poste. Et sur la fin, même le public a commencé à trouver que les communications devenaient un petit peu lourdes. Au final, officiellement, cette campagne elle aurait coûté plus de 200 000 $, mais il y a certains responsables de l'époque qui ont sous-entendu que le montant était bien plus élevé. Et il faut noter que 200 000 $ pour une campagne marketing, c'est vraiment pas grand-chose. À titre de comparaison, Call of Duty Modern Warfare 2, l'original, celui sorti en 2009, sa campagne marketing a coûté 134 millions €. Alors c'est pas un jeu du même calibre, mais ça vous permet quand même d'avoir une idée globale du coût d'une campagne marketing pour un gros jeu vidéo. Voilà, c'était l'histoire de la campagne marketing de Dante's Inferno, la campagne marketing des enfers littéralement. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire,
mais le marketing d'un jeu vidéo, la communication autour d'un jeu, eh bien ça fait aussi un petit peu partie de son développement, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous raconter tout ça. Encore une fois, les sources utilisées pour la création de cette vidéo sont en description, vous avez tous les articles de l'époque, des liens vers la Wayback Machine pour consulter certains sites qui ont disparu ou certains articles qui ont disparu, il y a aussi les vidéos, des sources un petit peu diverses, bref, il y a tout ce que j'ai utilisé pour vous préparer cet épisode. Un grand merci à tous les tipeurs du mois dernier dont le nom est affiché sur la droite de l'écran. C'est grâce aux tipeurs que je peux réaliser ce genre de vidéos et vous partager plein de tutoriels pour créer vos propres jeux parce que pour ceux qui seraient tombés sur cette vidéo par hasard, eh bien le but de cette chaîne c'est d'apprendre à créer ses propres jeux vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne. Merci de m'avoir suivi, salut.